Vous êtes sur RTI 1 et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette session de l'information à la une ce soir. Comment se porte la démocratie dans les pays francophones? Quels sont les défis actuels auxquels l'espace francophone fait face? Ce sont des questions abordées lors des travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone qui se sont refermés ce jeudi à Dakar au Sénégal. La Côte d'Ivoire marque une performance économique appréciable. Ce sont là les conclusions de Chérif Khaled, chef de délégation de la Banque africaine de développement, à l'issue de l'examen des conclusions de la revue du portefeuille de la BAD en Côte d'Ivoire ce jeudi. Élection présidentielle en Guinée-Bissau, quelques semaines après le second tour, toujours pas de résultat. Umaro Sissoko Embalo, vainqueur selon la commission électorale, et vérification des procès-verbaux pour la Cour suprême. Le dossier politique est consacré à cette impasse dans laquelle se retrouve la Guinée-Bissau. À partir du 1er février, l'Union européenne ne comptera plus que 27 membres. Cependant, tous les règlements, lois et directives de l'Union vont toujours s'appliquer au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre, le temps de négocier un nouvel accord. Bonsoir et bienvenue à tous. La presse et les médias ont présenté cet après-midi leurs vœux au chef de l'État. Nous reviendrons sur cette cérémonie d'échange de vœux. La direction Dakar au Sénégal, c'est la fin des travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone. Les travaux dirigés par Amadou Soumaoro, président de l'APF, ont permis de dresser les défis actuels de l'espace francophone. L'état de la démocratie dans les pays francophones a aussi été évalué. Mama Traoré nous fait un point depuis Dakar. Face à la presse, Amadou Soumaoro fait le point de ces 2 jours de débat entre parlementaires francophones sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. Nous allons demander certainement que les parlements francophones prennent des initiatives fortes en la matière pour limiter ce fléau-là. Ces assises de Dakar ont aussi permis au bureau de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, de s'enquérir de la marche de la démocratie au sein des États membres, qu'a évoqué les situations politiques en Égypte, au Cameroun, en Guinée et en Côte d'Ivoire. L'APF étant une instance de promotion de démocratie, elle ne peut pas se permettre de se ranger du côté de ceux qui veulent porter un coup à la démocratie. C'est cette position que nous avons défendue et je crois qu'elle a été très bien comprise. Il est aussi ressorti que la Côte d'Ivoire joue un rôle important dans la sous-région. Les efforts démocratiques en cours en Côte d'Ivoire ont été reconnus et aussi le fait que la Côte d'Ivoire soit un pays stable. Il faut donc encourager cette stabilité-là. Notre combat pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit doit demeurer au cœur de nos objectifs de développement économique, social, culturel et dans notre espace francophone. Fort de cet idéal de paix, l'APF entend envoyer des missions d'information vers les pays en proie aux tensions politiques. À retenir également de cette réunion du bureau de l'APF, l'adoption d'un nouveau plan de communication et de modernisation des statuts de l'organisation. La prochaine réunion du bureau se tiendra au Maroc, en prélude à la 46e session de l'Assemblée plénière de l'institution. Une réunion interministérielle d'examen des conclusions de la revue du portefeuille de la BAD en Côte d'Ivoire s'est tenue ce jeudi dans la capitale économique ivoirienne. Selon le chef de délégation de la Banque africaine de développement, la Côte d'Ivoire marque une performance économique appréciable. Alexis Ouedraogo. La Banque africaine de développement accompagne l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de plusieurs projets. À ce jour, elle chiffre 37 opérations totalisant des engagements de plus de 1 424 milliards de francs CFA. Depuis la dernière revue d'avril 2018, 14 nouvelles opérations ont été approuvées. Pour la banque, c'est le résultat des performances économiques du pays.
La banque est particulièrement heureuse de constater qu'effectivement, la Côte d'Ivoire se place dans le peloton de tête des 5 économies avec le plus fort taux de croissance, et cela depuis 5 ans. La Côte d'Ivoire a non seulement réussi à maintenir des taux de croissance élevés, mais elle l'a fait en maintenant des taux d'inflation extrêmement bien maîtrisés, et cela est pratiquement inédit dans le monde. Non seulement ces taux de croissance sont impressionnants, mais nous avons également assisté à une augmentation de la consommation, une augmentation de la création de richesses, et avec la création de richesses, effectivement, on peut avoir beaucoup plus de consommation, et on peut avoir, et cela laisse augurer de lendemains meilleurs et de bons lendemains, et notamment au-delà de 2020. Pour la ministre Kabanyale, ces bonnes performances sont importantes pour améliorer les conditions de vie des populations. Le vice-président l'a dit, plus vous créez de richesses, plus vous alimentez la consommation, mais en même temps vous alimentez la demande, donc vous créez aussi de l'emploi. L'État va continuer à travailler sur son cadre macroéconomique, mais surtout faire en sorte que nous puissions laisser davantage de valeur ajoutée localement sur nos produits, la transformation des matières premières, pour accroître donc la part que nous captons en interne sur la valorisation de nos matières premières. Ces engagements bénéficieront sur l'exercice 2020 d'un suivi renforcé. Les forces de défense et de sécurité conduites par le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko se sont rendues ce jeudi dans la famille du colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao. Ils sont allés apporter leur soutien et présenter leurs condoléances à la famille du défunt. Herman Guivet. Ils étaient tous présents ce jeudi. Au domicile de feu le colonel-major Isiaka Ouattara, les forces de défense et de sécurité, la police nationale, la gendarmerie nationale, la douane, les eaux et forêts, la police maritime, pour présenter leurs condoléances à la famille biologique du disparu. À leur tête, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Décédé le 6 janvier 2020 aux États-Unis d'Amérique, le colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao était le commandant des unités rattachées à l'état-major général des armées, ne pouvant être en reste du balai des délégations qui se sont rendues à son domicile depuis l'annonce de la triste nouvelle. Les forces de défense ont choisi ce jour pour elles aussi joindre leur voix aux compassions exprimées à la famille endeuillée. 10 millions de francs CFA comme soutien financier à ses proches pour affronter cette difficile période. L'acte de solidarité témoigné en faveur de la famille. À la famille d'exprimer ses remerciements particuliers au chef de l'État Alassane Ouattara et au gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le soutien manifesté et les efforts engagés afin d'aider feu le colonel Isiaka Ouattara à recouvrer la guérison. La volonté divine s'étant exprimée, la dépouille mortuaire de Isiaka Ouattara dit Ouattao arrivera à Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le dimanche 2 février 2020. Le lundi 3 février, la veille religieuse se tiendra à Yves-Auxerre-Treichville. La levée de corps à Yves-Auxerre-Treichville le mercredi 5 février à 16h, suivie d'une veillée militaire à la garde républicaine de Treichville de 20h à l'aube. Le jeudi 6 février, des honneurs militaires lui seront rendus à l'état-major général des armées, place Ouattara Thomas d'Aquin, suivi du transfert de la dépouille à Doropo, son village natal, où il sera inhumé le vendredi 7 février 2020 dans la stricte intimité familiale. Les présidents de conseils régionaux ont rencontré aujourd'hui le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Un seul sujet à l'ordre du jour, l'autonomisation de la jeunesse. Les conseils régionaux pourront désormais être des relais de l'opération Agir pour les jeunes avec des financements mis à leur disposition. Eugène Atoubé. Une très bonne nouvelle qui augure d'une année 2020 de tous les espoirs pour les jeunes dans tous les districts autonomes et régions de Côte d'Ivoire. 3 milliards 100 millions de francs CFA leur seront alloués par l'État de Côte d'Ivoire pour leur autonomisation et leur soutien dans la lutte contre la pauvreté. Une solution à l'employabilité des jeunes et leur insertion socio-professionnelle dans les régions et districts de Côte d'Ivoire. On va vers une décentralisation qui évolue. Ceci est à saluer dans la mesure où, quoi qu'on dise, c'est avec le développement humain, avec des jeunes qui ont les moyens de se prendre en charge, que nous pourrons faire le développement de proximité au niveau de nos régions. C'est une délégation de pouvoir de l'État aux régions et districts autonomes
pour accompagner l'opération Agir pour les jeunes, phase 2, lancée en septembre 2019 et pilotée par l'Agence Emploi Jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a informé les présidents de conseils régionaux et leurs directeurs généraux d'administration que toutes les régions seront dotées de cette structure sous tutelle, à charge d'exécuter l'axe 4 du programme social du gouvernement que constituent les questions d'emploi et d'autonomisation des jeunes. Nous avons une expérience déjà réussie dans le cadre du financement PGDEC où dans une phase pilote dans 10 régions, des jeunes ont pu bénéficier de financement, de suivi, d'encadrement. Et nous avons convenu avec les différents présidents de conseil régional d'étendre cette expérience à l'ensemble des régions de notre pays. Une équipe technique a été mise en place de travail. Et dans un mois, nous aurons donc les résultats des réflexions. Et dès le mois de mars, nous allons envisager la mise en place effective de ce dispositif. Dans la mise en œuvre de cette initiative gouvernementale, le ministre Mamadou Touré appelle à une collaboration, le Conseil national de la jeunesse et les conseils régionaux, dans l'intérêt des deux parties. La présence du CNJ dans les instances de prise de décision de financement des projets jeunes devrait permettre d'informer et de sensibiliser davantage les jeunes, dont certains restent encore en marge de cette belle opportunité qu'est l'opération Agir pour les jeunes. Insertion également des femmes dans le tissu socio-professionnel. Le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme dessine sa ligne d'action en élaborant notamment une stratégie pour rendre la femme plus autonome et cela dans toutes les sphères d'activité. La conception de cette feuille de route pour l'autonomisation féminine réunit en ce moment les acteurs du secteur et aussi les autorités gouvernementales. Cette lutte pour les droits des femmes et leur autonomisation est l'essence même de la célébration de la Journée internationale de la femme. Comme chaque année, le 8 mars est symbolisé en Côte d'Ivoire par un pagne brandé à l'effigie des femmes. À un peu plus d'un mois de cette date symbolique, il a été présenté par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Patricia Omoetia. Le pagne de la Journée internationale de la femme est le symbole de l'union, de l'ouverture d'esprit pour l'acceptation de la diversité culturelle. C'est un désir pour les femmes d'impacter positivement la société ivoirienne. Le pagne qui symbolise la femme africaine incarne un thème et un message. Il est donc de tradition pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de choisir à chaque commémoration un pagne comme uniforme. La richesse des couleurs de ce pagne symbolise l'engagement des femmes à faire de notre riche diversité culturelle, ethnique, religieuse, un atout pour la paix, l'union et la cohésion sociale. La ministre a également invité les hommes à se procurer le pagne en tant que e-forchi pour soutenir les femmes dans leur quête de la paix. Le pagne est disponible en plusieurs couleurs, notamment l'orange, le vert, bleu, le violet et le marron. Le lancement officiel de la 29e édition de la Journée internationale de la femme sera lancé dans les jours à venir. La promotion de la femme s'invite également dans le processus électoral en cours. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant plaide pour une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues. Bakayokoli Ramata a rencontré le président de la Commission électorale indépendante dans la perspective de l'élaboration du nouveau code électoral. Michel Digré. Représentation des femmes dans les assemblées élues. La commission électorale indépendante est en phase avec Bakayokoli Ramata. À l'issue de cette séance de travail, la ministre donne les enjeux de cette rencontre. La première préoccupation est de la prise en compte des dispositions de la loi du 14 octobre 2019 favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Cette loi institue donc un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats pour tous les scrutins. Il s'agit des élections législatives, municipales, des conseillers des districts. Pour le président de la commission électorale indépendante, l'institution qu'il dirige prendra toutes les dispositions pour appliquer cette nouvelle loi. Il est donc fixé désormais que comme condition de recevabilité des candidatures, un certain quota au profit des femmes. Donc l'organe qui gère les élections est donc recevable à recevoir Madame
le ministre de la Femme qui, avec son leadership éminent, a donc porté cette loi qui est devenue aujourd'hui une loi de notre État. Donc il est bon que l'organe que nous sommes puissions avoir une séance de travail afin que, à bonne date, à l'occasion de la réception des candidatures, nous puissions donc aviser et appliquer cette nouvelle loi qui vient d'être promulguée. Bakayoko Liramata a également plaidé pour la création d'une cellule genre au sein de la commission électorale indépendante. On s'intéresse dans le dossier politique de ce 20h à l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. C'est un scrutin dont le bon déroulement a été salué par tous les observateurs internationaux. Cependant, quelques semaines après le second tour, l'heure est à l'incertitude. Si la commission électorale a déclaré vainqueur le candidat Umaro Sissoco Embalo, la Cour suprême, quant à elle, ordonne la vérification des procès-verbaux. Aboulaye Koné revient sur les faits et analyse la situation actuelle en Guinée-Bissau. À 47 ans, Umaro Sissoco Embalo est le nouveau président élu de la Guinée-Bissau. Du moins, c'est le verdict des urnes qui a été rendu public par la CNE, la commission électorale, qui donne la victoire à l'ancien général de brigade et ancien premier ministre avec 53,55% des voix contre 46,45% pour son rival, Domingos Simoes Pereira, leader du PAIGC. Je suis un homme rassembleur. Guinée-Bissau a besoin d'un homme qui va nous rassembler. Mais quelques jours après se produit un coup de théâtre, le candidat malheureux et majoritaire au Parlement dénonce des fraudes et invite la Cour suprême à se prononcer sur la validité du second tour du scrutin. Déçu de la tournure des choses, la jeunesse a pourtant fondé beaucoup d'espoir en ce scrutin. J'attends du nouveau président qu'il crée les conditions pour que nous, les jeunes, puissions étudier et obtenir un emploi après. On veut aussi une vraie université publique. Si la commission électorale considère comme définitifs les résultats qu'elle a publiés, un arrêt de la Cour suprême demandant un apurement des résultats vient exacerber la confusion à Bissau. L'institution précise n'avoir pas ordonné un nouveau comptage des voix, mais une vérification des procès-verbaux. La confusion prend de l'ampleur quand au niveau régional, la commission de la CEDEAO se félicite dans un communiqué du 22 janvier de l'organisation pacifique du premier et du second tour d'un scrutin observé par des missions internationales et salue la victoire d'Umaro Sissoco Embalo. Dans le cafouillage, Domingos Simoes Pereira, leader du PAIGC, fustige l'attitude de la commission. Selon lui, la CEDEAO outrepasse ses prérogatives en reconnaissant la victoire de son adversaire au mépris de l'arrêt de la Cour suprême, la plus haute institution de souveraineté de Guinée-Bissau. Aujourd'hui, depuis le début de tout cela, on a dit clairement qu'on n'utilise que les instances démocratique de notre pays. C'est pourquoi on a saisi le Cour suprême. On n'a pas fait de bagarre, on n'a pas contesté n'importe où. On a accédé à un organe de la souveraineté de la Guinée-Bissau qui est censé éclairer toute situation de conflit qui est liée au procès électoral. Une position battue en brèche par Umaro Sissoco Embalo, le nouveau président élu. Le seul organe compétent de gestion électorale en Guinée-Bissau, c'est la Commission nationale indépendante des élections. Et aujourd'hui, je pense que tout est clair. Et les choses que la Cour suprême avait demandé la Commission nationale indépendante de faire, c'est pour les signatures des procès-verbaux. Et ces procès-verbaux étaient déjà signés. Il est envoyé à tous les organes de la souveraineté, y compris le président sortant et gouvernement et le président de l'Assemblée. Et aujourd'hui, ils ont fait les déclarations. Demain, ça va terminer avec la conférence de presse de la Commission nationale indépendante. Depuis la décolonisation, le pays est en proie à une instabilité chronique avec 4 coups d'État et une quinzaine de tentatives de putsch depuis son indépendance du Portugal. L'une des principales préoccupations de la population reste l'amélioration des conditions de vie. Mon attente, c'est qu'ils développent le pays. Ils trouvent les jobs pour les jeunes, le travail. Il faut qu'il y ait du travail pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui n'ont pas de travail.
les gens ne font que parler, ne font que bavarder. Ils ne s'occupent qu'à leur poche. Dans son discours télévisé du Nouvel An, José Mariovac a salué la retenue de l'armée pendant les 5 années agitées de son mandat. Il est le premier chef de l'État depuis l'instauration du pluripartisme à terminer son mandat sans être destitué ou assassiné. Dans un pays dont le régime semi-présidentiel favorise les conflits entre le chef de l'État et le Parlement, il a appelé à la bonne gouvernance et à réformer la Constitution. La Guinée-Bissau va-t-elle continuer de faire preuve d'une instabilité chronique? Le feuilleton Mbalo Pereira nous situera davantage, du moins jusqu'à la date annoncée de l'investiture du nouveau président, le 15 février prochain. Le dossier de la situation politique en Guinée-Bissau, analysé ici par Aboulaye Koné. En Côte d'Ivoire, le traditionnel échange de vœux entre le chef de l'État et les acteurs du secteur de la presse et des médias a eu lieu cet après-midi au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara a encouragé ces femmes et hommes des médias et de la presse à continuer à travailler avec professionnalisme, avec au cœur de leurs actions la recherche de la qualité au quotidien. Chers amis des médias, comme les années précédentes, il nous faudra tout au long de cette année continuer de consolider la paix et de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. C'est le socle de notre développement et la base de la consolidation de la démocratie. Votre mission en tant que femmes et hommes des médias est de contribuer à éclairer nos compatriotes et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, parce que, voyez-vous, l'information régule la société. Elle permet de savoir, de comprendre, d'agir et de prendre des décisions. Malheureusement, mauvaises quelquefois, et j'espère bonnes souvent. Pour ce faire, vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Lutter contre les fake news, les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisés par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information. Cette exigence sera encore plus accrue, car l'année 2020, comme vous l'avez signalé vous-même, est une année électorale. Je souhaite que les médias prennent leur part de responsabilité dans la conduite du processus afin de renforcer notre démocratie. Le ministère des Ressources animales et halieutiques dévoile ses grands chantiers pour les mois à venir. Des actions qui s'articulent autour de 3 grands axes qui contiennent entre autres l'amélioration de la santé animale, l'hygiène publique vétérinaire, l'adoption des codes de la pêche, de l'aquaculture et de l'élevage. Jean-Luc Bangbo. Bientôt 4 mois qu'il a pris les rênes du ministère des Ressources animales et halieutiques. Suffisant pour Moussa Dosso pour mesurer les importants acquis de la Côte d'Ivoire dans les secteurs de la pêche, l'aquaculture ou la production animale. L'assainissement du marché de distribution de médicaments vétérinaires. Cette activité a permis la saisie de 2,7 tonnes de médicaments illicites en Côte d'Ivoire. La vaccination de 1 156 200 animaux, toutes espèces confondues. Pour 2020, l'action du ministère des Ressources animales et halieutiques devrait s'organiser autour de 3 priorités. L'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire, le renforcement de la professionnalisation des acteurs et la fourniture de matériel génétique performant aux éleveurs et aquaculteurs, l'élaboration du code de la pêche et de l'aquaculture. Car pour moi, on ne peut valablement être performant que si l'on dispose d'un cadre réglementaire. Il s'agira de prospecter de nouveaux projets, de nouvelles pistes en vue d'améliorer la productivité de nos élevages à travers des partenariats avec les institutions de recherche scientifique. Le ministère procédera également à l'installation de 500 femmes rurales dans l'aviculture traditionnelle dans le cadre de l'opération Une femme, un coq et 10 poules, la création de 25 exploitations piscicoles pour les jeunes et l'octroi de fours améliorés à 200 femmes pour la transformation du poisson. Une ambitieuse feuille de route pour laquelle Moussa Dosso a appelé à l'engagement et à la détermination de tous les acteurs privés et publics.
À l'issue du Conseil des ministres tenu hier mercredi, des mesures ont été prises concernant le secteur de la communication et des médias, notamment de nouvelles nominations au sein des structures sous tutelle du ministère de la Communication. Franck Quadio. La décision a été communiquée au titre des mesures individuelles du Conseil des ministres du mercredi 29 janvier. Du mouvement au sein de plusieurs structures sous tutelle, des ministères de la communication et des médias, ainsi que de l'économie numérique et de la poste. La radio-télévision ivoirienne a un nouveau président de son conseil d'administration. Il s'agit de Akasaye Lazare, précédemment président du conseil d'administration de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radiophoniques. Il remplace Bouaka Pascal, qui fait le chemin inverse, désormais PCA de l'AIGF. La haute autorité de la communication audiovisuelle ACA a aussi un nouveau président, René Bourgoin, ancien directeur général de l'institution. Il remplace à ce poste Ibrahim Sissavani. L'autorité nationale de la presse ANP n'est pas en reste. Samba Kone, ancien directeur de l'Observatoire de la liberté de la presse et de la déontologie, est le nouveau président de son conseil d'administration. Et cela en remplacement de Raphaël Lapé, qui présidera le conseil d'administration du conseil de l'Agence pour le développement de la filière riz Adéri. Sakassou s'apprête à recevoir le chef de l'État. Ce samedi 1er février, le président Alassane Ouattara va séjourner dans cette ville du centre de la Côte d'Ivoire. La reine Akwaboni II, reine des Baoulés, le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, les entreprises qui travaillent à l'embellissement de la vie et les populations, tous mettent les bouchées doubles à 2 jours de l'arrivée du président à Sakassou. Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Sakassou en chantier. À quelques heures de la visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette localité, les travaux de réhabilitation de la cour royale et les grandes voies d'accès à Sakassou ont démarré. Pour s'assurer de l'avancement des chantiers, avant l'arrivée du chef de l'État, le conseiller technique du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, Abonibi Koulibaly, effectue une visite de terrain. Objectif, galvaniser les entreprises en charge des travaux à mettre les bouchées doubles pour le respect des délais de livraison. Sakassou a bénéficié de 5 km de bitume pour un montant de plus de 1,5 milliard. Les travaux sont bien avancés. Je pense que d'ici le jour J, Sakassou va être prêt pour l'accueil de son excellence le président de la République. L'enrobé au niveau de Sakassou était vraiment de mauvaise qualité. On avait des nids de poules partout. Et dans le cadre de la visite du président, il nous a été permis de pouvoir venir refaire cet enrobé-là. Nous avons mis 5 cm pour reconstituer cette couche. Aussi, nous avons 3 voies dans le village de Walebo. Et ces voies-là, nous allons mettre ce qu'on appelle l'enduit superficiel pour permettre le désengorgement. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera à Sakassou le 1er février 2020. Depuis l'annonce de sa visite, les populations ont hâte de communier avec le premier des Ivoiriens. Il s'agit ici, pour elle, de lui réitérer leur adhésion pour sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. L'actualité politique nous conduit également dans le Denguélé, où se tiennent les états généraux des jeunes militants du RHDP. 2 jours pour permettre à cette jeunesse de faire l'état des lieux de la vie politique des régions du Kabadougou et du Folon et surtout peaufiner leur stratégie d'action pour les élections à venir. Kolo Koulibaly. Les jeunes militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix du district du Denguélé veulent contribuer efficacement à la victoire de leur parti aux élections présidentielles d'octobre 2020. Les jeunes du Kabadougou Folon ont engagé la réflexion afin de peaufiner une stratégie d'action. Le taux de restitution en Côte d'Ivoire, notamment dans notre région, on avait moins de 30% de localités électrifiées. Aujourd'hui, on a plus de 70% de localités électrifiées. Donc ce soutien au président de la République sera inconditionnel jusqu'aux élections en octobre 2020. Pour l'organisation de leurs états généraux, les jeunes du Kabadougou Folon ont bénéficié du soutien du ministre Gaoussou Touré. Au niveau du district du Denguélé, nous n'avons aucun problème. Parce que nous sommes sûrs que le district du Denguélé sera toujours le premier district. Et au niveau du suffrage exprimé, aussi bien au niveau du taux de participation. Le ministre Gaoussou Touré a aussi promis, à travers l'agence emploi jeune,
le financement de projets de 140 jeunes du district du Denguélé à hauteur de 500 000 francs CFA chacun. À l'international, pour terminer, le Brexit sera définitivement acté ce vendredi 31 janvier, car le Parlement européen a voté comme prévu le texte de l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les 73 députés britanniques quittent donc le Parlement et à partir du 1er février, l'Union européenne ne comptera plus que 27 membres. Mais pendant les 11 prochains mois, rien ne va changer dans le fonctionnement. Tous les règlements, lois et directives de l'Union resteront d'application au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre. Et pendant cette période de transition, l'Union européenne et le Royaume-Uni vont négocier leur nouvel accord. Voilà, merci de suivre RTI 1. Retrouvez à 23h Kolo Koulibaly. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.